Salut les aventurières, je commence le live, je suis pas sûre je crois qu'il y a un lag de ouf entre Zoom et le live Facebook, donc je vais lire vos commentaires en même temps, mais voilà, il y aura un petit temps de décalage. J'espère que vous avez des pop-corn et que vous êtes bien installés parce que je suis à bloc remontée pour cette vidéo. J'ai un contenu de malade et donc du coup, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j'ai plein de choses à vous partager sur ces 10 leçons en tant que dirigeante d'une équipe de folles depuis 7 mois. Ça fait un moment que je voulais faire une vidéo sur ma réalité d'entrepreneur a beaucoup changé entre il y a 6 ans, la création du blog Les Aventurières, et puis il y a 5 ans, la création de la société Les Aventurières, les premières offres. Enfin voilà, mon parcours a vraiment évolué j'ai créé un blog, j'ai créé une entreprise, j'ai vendu des produits, des offres en freelance, puis en freelance avec des personnes à qui je déléguais un certain nombre de tâches. J'avais jamais eu plus de deux personnes en même temps. Et puis, il y a 2 ans, j'ai fait un virage vers le coaching avec beaucoup de détermination et beaucoup d'exigence dans la façon dont j'amenais cette couleur dans ce que je faisais. Beaucoup plus que... voilà, j'ai vraiment, au bout de 3 ans d'entreprise, je pense, trouvé et mon positionnement et vraiment ce que j'avais envie d'amener qui était différent. De ça, voilà, au bout de 1 an et quelques de coaching, j'ai décidé de monter une équipe de coach, donc très différent de ce qui s'était passé jusqu'à maintenant. Ça, c'était l'année dernière. L'équipe a commencé vraiment à vivre. Au début, c'était des missions que je déléguais à des coachs pendant les premiers mois. Puis l'équipe a vraiment commencé à vivre et à prendre de l'ampleur à partir de décembre 2019. Et là, on est en juillet 2020 au moment où je tourne cette vidéo. Et j'ai vraiment envie de partager, c'est quoi les leçons que je retiens de ces 7 premiers mois. 7 premiers mois pendant lesquels on a une croissance je crois qu'on est à 100, 120 ou 130% du chiffre d'affaires si on prend les 6 mois, les 6 premiers mois de 2019 par rapport aux 6 premiers mois de 2020. En 2020, on fait 124% de plus. Donc, a priori, c'est très très bien. Moi, j'avoue que j'ai pas beaucoup de comparatifs de ce qui existe globalement sur le marché et en particulier sur le marché du coaching. Donc, si je vous donnais des chiffres, ça serait quelque chose de très lissé sur toutes les industries et tout ce qui existe. En tout cas, nous, c'est une croissance dont on est hyper, hyper fière, hyper contente. Euh, et euh, voilà, il y a eu le Covid qui est passé par là, donc la crise Corona Beach qui fait que on a été dans des conditions très particulières pour travailler. On a un projet qu'on voulait lancer sur lequel on a rencontré des challenges et des obstacles qu'on a relevé en tant qu'équipe. Et puis, on est passé voilà, d'un groupe de personnes qui travaillent séparément, chacune sur leur business, à une équipe qui bosse ensemble vers une vision, un objectif commun. En fait, cette aventure est très au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Euh, Honnêtement, très au-delà de tout, euh, de toutes les idées que je me faisais d'une équipe, de toutes les idées que je me faisais d'être aussi leader et dirigeante d'une équipe. Donc, j'ai vraiment envie de vous partager voilà, les 10 leçons que je retire de cette expérience-là, parce que c'est très en dehors de ce que moi j'avais comme image du leadership, de ce que moi j'avais comme image aussi de diriger une société. Voilà, je parie, je fais le pari, je pose cette hypothèse qu'il n'y a pas que moi qui ai une image à côté de la plaque de ce que ça veut dire de diriger une équipe et surtout des choses qui sont vraiment importantes. Si ce live peut vous faire gagner du temps, de l'expérience, vous faire naître l'envie d'avoir une équipe alors que vous étiez dit, oh là là, mais jamais ça, c'est pas du tout pour moi, ce que je me disais avant, ou faire naître au contraire l'envie de rester solo parce que vous dites ouais, mais ça c'est des challenges qui sont pas du tout excitants pour moi, ils sont excitants pour Laure mais ils sont pas du tout excitants pour moi. Voilà, ça vous fait gagner du temps, l'inspiration, même si vous êtes solo, je pense que vous pouvez trouver beaucoup d'inspiration dans ces 10 leçons. Voilà, on n'aura pas perdu notre temps ensemble. Je vais garder un œil sur les commentaires si je peux. Je vérifie comment ça marche. Je fais une petite mise à jour pour pouvoir regarder en temps réel. Euh, Parfait.
On est bien ensemble et on est ensemble aussi sur la page. J'ai réussi à faire une espèce de triple miracle où tout est notifié au même endroit, même à des endroits différents. Et je vais garder un œil là-dessus, sur les commentaires que vous mettez. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Salut Sandrine, salut Marie. Je checkerai ça de temps en temps. Alors, les 10 leçons. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les 10 tout de suite maintenant et après, je vais rentrer dans le détail. Comme ça, si vous êtes obligé de partir en route, eh ben, vous saurez à peu près où vous en êtes. Donc, première leçon, il y a deux choses à prendre en compte dans une équipe, c'est deux axes en fait, l'axe de la relation et l'axe de la performance. Donc là, c'est la première leçon. Ça a été pour moi de clarifier la différence entre bâtir une équipe sur de l'émotionnel, bâtir une équipe sur de la performance. Deuxième leçon, c'est la relation entre l'attitude et les aptitudes. Qu'est-ce que vous allez privilégier quand vous recrutez des gens, quand vous êtes en relation avec des gens qui potentiellement pourraient venir travailler avec vous? Voilà, qu'est-ce que vous allez choisir? Troisième leçon, pas très sympa à vivre. L'ambition, ça fâche les gens, en fait. Donc, quand vous changez bah voilà, de façon de fonctionner, non pas parce que vous devenez une nouvelle personne, mais parce que bah, votre ambition, elle vous fait vivre des nouvelles choses, ça fait que vous avez une réévaluation de vos priorités, bah, l'ambition, ça fâche les gens. Il faut être prête à ça. Quatrième leçon, ça va être la question des piliers de succès et des piliers de croissance. C'est sur quoi vous allez choisir de poser, de reposer votre entreprise. C'est une question qui est importante pour tout le monde, encore plus quand on est une équipe. Cinquième leçon, s'écouter extrêmement finement et encore plus que quand on est seul. Sixième leçon, c'est ça. S'entourer comme une championne, s'entourer comme un sportif, un athlète, une star de haut niveau. Voilà, s'entourer à la hauteur de notre ambition. Septième leçon, l'équilibre du donner-recevoir. Donc ça, c'est un sujet en tant que tel. L'équilibre du donner-recevoir, quelque chose sur lequel il faut être particulièrement en écoute et vigilante quand on est dans une relation d'équipe. Huitième leçon, j'ai du mal avec mes chiffres, hein. Huitième leçon, le oser dire. Donc ça, c'est propre à notre équipe, mais je pense que c'est pareil en inspiration. Nous, on est une équipe qui fonctionne beaucoup sur la base du oser dire et ça marche très très bien pour nous. Neuvième leçon, regarder la réalité encore plus que d'habitude. Je reviendrai là-dessus. Et dixième et dernière leçon, comment on fait pour transformer des échecs et des obstacles en occasion de croissance. Et là, je vais rentrer dans le détail en particulier de deux expériences qu'on a eues en équipe. La crise du Covid qui est arrivée 3 mois après la création de l'équipe. Donc, c'était vraiment genre le chaos qui débarque tout de suite. Et un challenge, des obstacles qu'on a rencontrés sur notre projet de créer une école pour les accompagnants et pour les gens qui travaillent dans de l'humain, que ce soit des coachs, des thérapeutes. Enfin bref, on a un projet d'école autour de ça et on a rencontré un obstacle de taille dès le début de notre projet d'école. Et je vais vous raconter comment on a fait pour transformer tout ça en des occasions de grandir encore plus. Voilà, donc ça va être notre programme de la matinée, les 10 leçons. Salut Claire, je regarde s'il y a des commentaires sur le groupe. Mettez plutôt des commentaires sur la page, comme ça je check. Alors, leçon numéro 1, émotionnel versus performance. Donc, quand on est une équipe, il y a vraiment deux choses à regarder. Mais ça va valoir pour toutes vos relations de type professionnel. Donc, des relations qui impliquent de la performance, vous allez pouvoir à chaque fois regarder cette façon de penser. Donc, il y a un axe qui va être l'axe horizontal, c'est la qualité de la relation. Et il y a l'axe vertical qui va être la performance. Pourquoi c'est une leçon importante et pourquoi c'est la première? Tout simplement parce que si vous montez une équipe que sur de l'émotionnel, j'adore ces gens, j'ai hyper envie de travailler avec eux. Moi, c'est comme ça que j'ai monté un de mes tout premiers projets. Donc, à la fac, j'avais monté un journal artistique donc, qui faisait de la critique. On faisait et des critiques et des commentaires, surtout des recommandations en fait, de nos bouquins préférés. Et il y avait des dessins, des BD, des éditos, des articles, voilà, tout ça. Donc, on a écrit ce journal et j'ai écrit vraiment sur la base du projet, mais beaucoup de l'émotionnel. Après, c'était des potes, on était ensemble, c'était vraiment un groupe d'amis. Et donc, c'est un projet qui s'est monté principalement sur de l'émotionnel, avec
très peu d'assumation, ça ce mot n'existe pas, mais vous voyez ce que je veux dire, en assumant très peu de mon côté le désir de performance, les objectifs, vers quoi on va. Donc on était des potes qui faisaient un journal, on faisait un bon journal, on était hyper copains. Il n'y avait aucune ambition de vers quoi on veut aller. Il n'y avait aucune ambition assumée de mon côté, il n'y avait aucune ambition de partager, travailler entre nous. Et du coup, ça fait que moi, dans ce projet, mon leadership s'est étiolé très rapidement. J'ai fait la force d'attraction de centrifuge, non pas centrifuge, centripète, oh, bref, oh là là, je prends des mots trop compliqués ce matin. J'ai fait la force d'attraction pour créer le noyau autour duquel ce projet s'est développé. Mais par contre, bah, j'ai pas créé un journal qui a perduré après notre départ. Les relations sont restées, ça fait plus de 10 ans, on est toujours tous en contact, à peu près tous en contact, on se tient au courant, bref, on sait où en sont les uns les autres, plus ou moins forcément d'affinité dans un groupe, mais en tout cas, on est toujours en contact. Donc l'axe de la relation était très fort chez nous, mais l'axe de la performance était très faible. Dans un extrême inverse, on va dire un axe de performance qui serait surinvesti par rapport à l'axe de la relation, bah, un axe de performance surinvesti va donner des boîtes où on est tellement centré sur le résultat, le commercial, le chiffre d'affaires, voilà, la performance, la productivité, qu'on s'en fout de broyer de l'humain en chemin. Donc il y a beaucoup de turnover, donc les gens ne sont pas bien dedans. Il y a une croissance qui est faite au détriment de la relation, au détriment de la solidité de la relation. C'est des boîtes qui peuvent très bien fonctionner, hein, économiquement parlant, il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste pas le genre de boîte que moi j'ai envie de monter. Donc voilà, c'est simple, c'est vraiment une question de choix. Comme le fait de privilégier beaucoup la relation, ça peut faire des choix de projets associatifs, ça peut faire même des projets qui ont une certaine rentabilité. Par contre, pour moi, là où il y a une limite, c'est que dans cet axe-là, si on ne privilégie que celui-là, il y a quand même peu d'ambition, donc il n'y a pas quelque chose qui est nourrissant sur le long terme, ça tourne un peu en boule, en boucle, on a tendance après, au bout d'un moment, à virer dans... On règle des problèmes émotionnels plutôt que d'avancer vers un objectif commun, parce qu'on n'a soigné que ce côté-là. Et par contre, sur l'axe vertical, si on n'est que là-dedans, bah, on broie de l'humain, quoi. Donc, les humains s'en vont. En gros, l'humain va venir s'exploser sur le mur de la performance recherchée. Et tous les 2 ans, il y a un turnover de ouf. Ou tous les ans. Et en fait, on s'en fiche puisque c'est une espèce de machine. On est au service de la machine, quoi. Donc, la leçon de ça, c'est que c'est un équilibre entre les deux qui est à trouver. Nous, on fait très attention dans notre équipe à avoir des bonnes relations. Donc, l'axe relationnel, il est clairement bah, il est au cœur de notre façon de fonctionner. On a envie de passer des bons moments ensemble, on a envie d'avoir du plaisir à se retrouver, on a envie voilà, d'avoir une bonne ambiance entre nous. Ça va au-delà de l'ambiance, c'est même une qualité de relation, il y a une exigence dans la qualité de relation au service de la vision commune. On n'est pas obligé à l'intérieur de cette qualité de relation d'être toutes hyper potes, de partir en vacances ensemble, de faire des week-ends, je ne sais pas où. On est dans l'exigence, c'est la qualité de la relation au service de la vision commune et donc au service de notre performance. Et ce qui est hyper agréable, ce week-end, là, samedi, on bossait sur une nouvelle offre qu'on va lancer. C'est un secret. Une nouvelle offre qu'on va lancer pour le mois d'août, là, avec Claire et Mélanie. Et en fait, bah, tellement c'est kiffant de passer du temps ensemble, aucune de nous ne s'est même dit: «Ah, mais on est samedi à 14h, on a autre chose à foutre que de travailler sur une offre.» Non, on était hyper excités de bosser sur cette offre. Et on était tout aussi excités de parler de la rentabilité, de regarder comment est-ce que cette offre, elle peut servir d'effet de levier pour d'autres offres qu'on a, de voir comment ça peut derrière créer un produit matelas, peut-être si ça marche très bien, pour avoir des revenus récurrents et ramener des clients dans la durée. Enfin bref, on est vraiment sur quelque chose de très kiffant, mais on kiffe sur les deux axes en fait. On est toutes suffisamment obsédés de la performance que si on était juste une bande de copines qui prennent le thé ensemble, qui passent des bons moments, qui font des blagues, mais qui font pas bah, des produits très exigeants, qui ne vendent pas des trucs très excitants, qui n'ont pas un gros taux de retour de leurs clients, mais on serait complètement au fond du trou en fait, ça ne nous va pas. Donc dans l'équipe, c'est très présent. Ça a été nommé au départ. Moi, j'ai nommé voilà l'existence des deux axes et le fait que, en tant qu'équipe de meufs et équipe qui s'entend très très bien de base, on va avoir de la facilité sur l'axe horizontal à créer des bonnes relations. Même si, encore une fois, des bonnes relations, dans la durée, ça demande
un niveau d'exigence dans la relation qui n'est pas la même chose que juste on s'entend bien et on est des potes. Et on allait devoir être vigilante sur l'axe de la performance, vers où on va ensemble en fait. Ces relations-là, elles nous emmènent où? Et bah, je suis très contente de voir que ça, c'est quelque chose qu'on a constamment en tête. Il y a deux anciennes sportives de haut niveau dans la boucle. Il y a Mélanie qui a monté sa troisième carrière, son troisième business. Aurore qui nous fait des sauts en parachute. Enfin bref, on a une équipe de folles. Donc toutes les meufs de cette équipe sont très centrées performance et la qualité de la relation au service de la performance et la performance qui permet de monter encore plus notre niveau d'exigence. Donc on est au taquet là-dessus, mais pour moi, c'est vraiment la première chose à regarder. Sur quelle base tu construis ton équipe. Ce qui me fait une transition vers la deuxième leçon, attitude versus aptitude. Dans tous mes recrutements, les personnes à qui j'ai proposé de rejoindre l'équipe, ce qui était très, très, très clair pour moi, et je le nomme parce que ça fait partie de mes évidences, mais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, je me fous à 99,9% des aptitudes de la personne. Est-ce que la personne a exactement les bonnes compétences pour le poste? En fait, ce n'est pas trop mon sujet. Mon sujet, c'est est-ce qu'elle a très envie de le faire et est-ce qu'elle a une attitude de progression? Évidemment, si je prends quelqu'un, si j'ai un besoin très urgent, je vais chercher la personne qui peut répondre à mon besoin. Je ne suis pas non plus suicidaire. Je ne vais pas me dire on a besoin d'une graphiste, on va prendre quelqu'un qui n'a jamais fait de graphisme et qui a très envie d'être graphiste. Non, on n'est pas là-dessus. Par contre, on cherche toujours en tant qu'équipe à mettre la personne qui a le plus de goût pour quelque chose par rapport à la personne qui pourrait peut-être être meilleure parce qu'elle a de l'expérience, mais en fait, ça la fait chier de faire ça. On va toujours privilégier un goût, une envie, un vrai désir de se développer et une attitude qui va avec ça. Donc, une attitude de développement, une attitude de j'ai envie de me défoncer parce que ce truc-là me fait hyper kiffer et parce que je sens que je suis au bon endroit. Donc, c'est toujours attitude plus que aptitude. C'est pas parce que une personne, si aujourd'hui je croisais quelqu'un qui est vraiment un putain d'excellent coach dans son domaine, mais qui a une attitude en fait, je suis à un excellent niveau, je me repose un peu sur mes lauriers, ou je suis très vite satisfait de ce que je fais et je vais pas avoir cette logique de progression permanente que nous on a, ou qu'est-ce qui pourrait être déconnant, où je sens que voilà, il y a une motivation qui est faible en fait. Ça force un peu, la personne a l'habitude de pas s'écouter, elle a l'habitude de dire oui alors qu'elle pense non. Moi, je travaille pas avec quelqu'un comme ça. Je me fous de savoir si cette personne peut me rapporter beaucoup d'argent tout de suite ou peut rapporter, avoir un effet de levier de ouf pour la boîte. Je fais pas ce choix-là parce que ça va me coûter beaucoup trop cher sur le long terme. Donc, c'est toujours attitude au-dessus des compétences. Parce que des compétences, ça s'acquiert. Une expertise, ça se développe. De toute façon, ces choses-là prennent du temps. Alors qu'une attitude et une envie d'être dans de l'honnêteté, dans de l'ambition, dans de l'exigence, bah, si c'est déjà là, moi je sais que on a le terrain, j'ai le terrain pour qu'on se développe ensemble en fait. Et donc ça, c'est le plus important pour moi. Je regarde si j'ai pas raté des questions. Salut Mima, salut Marie. Parfait. Voilà, donc c'est toujours pour moi la priorité, l'attitude sur les compétences. Ça dépend encore une fois à modérer avec le niveau d'urgence du besoin qu'on a à remplir. Et forcément, le budget aussi, la trésorerie, enfin pas la trésorerie, le budget qu'on a envie d'allouer à ce poste, c'est pas le même si on arrive avec une expertise plus grande, si on arrive avec une expertise plus basse, mais une attitude de développement. Et par contre, je suis vigilante à ce que, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a un équilibre dans ce qui s'échange. Donc, troisième leçon, pas très agréable, l'ambition. Ton ambition, quand tu vas avoir envie de te développer, que tu vas commencer à l'afficher, que tu vas commencer à parler de ce que tu fais. Encore plus si tu as l'outrecuidance de kiffer ton développement, ça fâche des gens. Ça fâche des gens. Il y a des gens que ça met d'extrêmement mauvaise humeur. Ça fait ressortir en miroir des endroits où les gens se mentent à eux-mêmes ou des endroits où ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils voudraient créer. Ou, je le sais très bien, j'ai été de l'autre côté de ce miroir où, à une époque où moi, j'assumais pas mon ambition, j'assumais pas mes désirs, j'étais pas branchée là-dessus. Qu'est-ce que je faisais? Je regardais des gens qui réussissaient et j'avais un petit goût de je cherchais la petite bête quoi. Je j'avais pas envie. Alors, évidemment,
comme au fond de moi, j'avais très envie de retrouver cette ambition chez moi, bah, c'était pas, comment on fait pour bloquer un commentaire en temps réel, mon Dieu? Supprimer, voilà. C'était pas, ouais, désolée, ça m'a un peu fait sortir de ma tête de voir un spam. Hem, donc oui, c'était pas de la pure jalousie, mais il y avait vraiment ce truc de, bah, comment je fais, face à ça? Comment je fais moi pour arriver là? Ah bah, en fait, ces gens-là, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Et donc moi, j'ai eu vraiment bah, depuis 2 ans, je peux dire que depuis 2 ans où vraiment j'assume et j'ai rebranché cette ambition et cette couleur que j'ai envie de donner à mon business, même depuis 2 ans et demi, bah, j'ai perdu des potes en route, quoi, clairement. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts, il y a des gens qui sont restés sur le bord de la route. J'ai perdu tout un groupe de potes carrément, hein, instantanément. J'ai perdu plus récemment, un pote, alors je les ai perdus, ils sont pas morts, hein, mais bah, d'un coup, les gens se mettent à faire des trucs complètement irrationnels, complètement inexplicables, complètement inacceptables pour moi, en fait. C'est-à-dire que là, on sort du niveau de relation que je veux, on rentre dans, les messes basses, les coups par derrière, des trucs incompréhensibles, en fait, où moi je me dis: «Waouh, mais en fait, on était potes et en fait, notre amitié, elle tenait à quoi? Parce que s'il y en a un, on était amis tant qu'on était en gros dans les tranchées ensemble. Mais si on sort et qu'il y en a un qui assume et qui fait ce qu'il veut et l'autre pas, ou pas à la même vitesse, ou pas à la même hauteur, parce que bah, c'est comme ça dans la vie, il y a des timings, il y a aussi, bah, voilà, il y a les choix que tu fais, et puis bah, on corrige pas, on répare pas forcément des dizaines d'années de choix en claquant des doigts. Mais du coup, moi, je me mets à faire le taf, et puis bah, ce que je constate, c'est juste un constat, c'est que bah, ça froisse des gens, que ça prend des formes assez lunaires parfois, vraiment, mais de cours de récré. Un signe assez enfin, sans équivoque pour moi que bah, voilà, on est arrivé au bout de notre relation, c'est des trucs de niveau de cours de récré, quoi. C'est j'envoie un message sur toi, à ton sujet, en mettant d'autres gens en copie, en étant extrêmement méprisant ou extrêmement violent dans les propos, ou euh, par accident, lâche des infos, fait en sorte qu'il y ait tout un micmac qui se monte, un groupe de potes entiers qui te tournent le dos. Bon, on s'en fout des détails parce que ça m'a mis dans une colère de dingue. Je vois ton commentaire, Claire, ça m'a mis énormément en colère. Il y a des trucs que j'ai vraiment mis du temps à digérer, mais en me disant, mais c'est pas possible en fait. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Même moi, mais c'est quoi ces amitiés en fait? C'est quoi, sur quoi j'ai basé mes amitiés pour que on en arrive là dans la relation? Euh, et ce qui s'est apaisé pour moi, bah, j'ai vécu ma colère, j'ai vécu la tristesse, j'ai vécu la déception, la solitude, tout. J'ai traversé les étapes, et je me suis dit, bah en fait, à quoi je tiens le plus? Est-ce que si tu m'aimes que quand je suis dans la merde, si tu m'aimes que quand je te fais pas miroir du fait qu'il y a autre chose qui est possible dans la vie, si tu m'aimes que quand on galère, bah en fait, c'est qu'on s'aime pas vraiment, quoi. C'est qu'on n'est pas dans une relation d'amour vrai, on n'est pas dans une relation véritable. Et donc, c'est OK, mais on arrête là. Et ça a été beaucoup plus simple à partir de là de me dire, bah, OK, j'accepte en fait, mais c'est vraiment un truc à accepter et à savoir. J'accepte que le fait de monter mon niveau d'ambition, monter mon niveau d'exigence, m'éclater de plus en plus dans ce que je fais, bah, ça va faire des dégâts parce qu'il y a des personnes qui vont préférer en fait faire l'amour avec l'ego et rester dans la galère à un moment de leur vie. Mais en fait, pour moi, voilà, c'est à ce moment-là de leur vie. Je dis pas que c'est pour l'éternité que c'est ça. À ce moment-là, le choix qui est fait, c'est ah bah tu me fais miroir d'un truc que j'ai pas envie de voir, donc je te dégage, je me drape de ma sainteté et de ah mais j'ai raison et t'as tort, etc. Et je suis génial et t'es nul. Et OK, et puis la relation s'arrête là. Mais il faut savoir que voilà, plus vous allez assumer votre ambition, votre couleur unique, plus vous allez bah voilà, aller toucher ce qu'il y a de fou et d'incroyable chez vous, et plus potentiellement il y a des gens que ça va fâcher. Et il n'y a pas besoin que ça se termine en drame. Moi, je vois que les premières fois que ça m'est arrivé, j'étais vraiment dans du drame parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? J'avais envie d'être la victime de l'histoire, genre, ah mon Dieu, c'est horrible et tous mes amis me trahissent. Mais la réalité, c'est que tu n'es pas la victime, en fait. C'est juste le résultat de tes choix, et tu es impuissante sur les choix que les autres vont faire par rapport aux tiens.
tu fais des choix qui font que ça change. Et il y a des gens qui vont juste, ça les confronte trop à ce moment-là de leur vie et ils vont s'éloigner. C'est OK comme ça, en fait. Le drame, il n'y a pas besoin d'inviter du drame par rapport à ça. C'est le cas, ça va arriver. Le drame, c'est juste si toi, tu te dis: «Ah mais mon Dieu, moi je rentre dans le jeu et je vais devenir la victime de cette histoire». Bah non, t'es pas la victime. Moi, je suis pas la victime de mes potes avec qui j'ai perdu le contact. Je suis pas la victime de mes potes qui m'envoient des messages qui me font halluciner. Je suis juste une personne qui fait des choix, ça amène ça, et ben du coup, je prends mes responsabilités par rapport à ça. Est-ce que c'est le genre d'amitié que je veux? Est-ce que je veux mettre de l'énergie à réassainir la relation? À chaque fois, c'était bah non, en fait. Et, bah voilà, ça m'amène à amener encore plus de clarté et d'exigence sur le niveau de relation que je veux. Et du coup, plus ça va et plus mes relations sont toutes incroyables. Parce que j'ai des relations maintenant avec des gens qui, même si je réussis et qui, même si je me plante, qui font pas de notre amitié un enjeu pour eux de reflet de où ils en sont dans leur vie, en fait. Donc voilà. Quatrième chose qui est liée à cette ambition, c'est sur quoi tu veux poser ton succès, ta réussite. C'est quoi les piliers sur lesquels tu vas bâtir le développement de ton entreprise? Et là, c'est très personnel des piliers sur lesquels tu vas bâtir ton entreprise. Nous, on a décidé voilà, de bâtir cette entreprise sur un niveau d'honnêteté radicale envers nous-mêmes et envers les autres. On a décidé de bâtir un des piliers fondamentaux de notre entreprise et c'est un de nos critères de succès. Je ferai la différence entre les deux tout à l'heure. Pilier, c'est quelque chose sur lequel tu t'appuies pour avoir un effet de levier. Et un critère de succès, c'est quelque chose d'intime qui t'indique que tu vas avoir réussi. Et nous, il y en a un qui est commun, c'est on vit ce qu'on transmet. Donc pour nous, si on transmet et on coach nos clients qui sont entrepreneurs et artistes, qui sont parfois en reconversion, sur libérer, concrétiser leur folie créatrice, goûter et concrétiser leur folie créatrice, et ben, c'est que nous-mêmes, on goûte et on concrétise notre folie créatrice. Sinon, on est à côté de la plaque. Ça a beau être des très beaux concepts sur le papier, ça a beau hyper bien marcher, si on ne le vit pas de l'intérieur, et je parle bien de l'équipe, je ne parle pas juste de moi, l'équipe, je ne parle pas non plus juste de voilà, une ou deux personnes qu'on mettrait, qui seraient particulièrement là-dedans et les autres non. En fait, ça fait vraiment partie de nos piliers que la folie créatrice, c'est tout le monde, quoi. Et donc, chacun en est là où il en est de son développement perso, de son développement pro, peu importe ça. C'est juste qu'on est d'accord sur le fait de dire, ça, c'est vraiment notre pilier. Et non seulement ça, mais c'est notre critère de succès. Moi, j'ai nommé vraiment la dernière fois en réunion. Pour moi, si on fait, j'en sais rien, moi, 1 million de chiffre d'affaires dans quelques temps, j'allais dire quelques années, mais j'ai envie d'être ambitieuse et de me dire, peut-être dans 2 ans, 1 million de chiffre d'affaires, mais qu'on ne vit pas notre folie créatrice, qu'on le fait sur la base de on n'a fait que des choses extrêmement je sais pas, raisonnables et chiantes et des choix qui étaient toujours le bon choix, mais on n'a pas été chercher une couleur hyper spéciale, on n'a pas été goûter ce qui était vraiment nous, on est à côté de la plaque. Voilà, tout simplement, on est à côté de la plaque. Pour moi, on a échoué. On fait 1 million de chiffre d'affaires, j'en ai rien à battre en fait. Si on n'est pas dans notre folie créatrice alors qu'on vend ça, mais c'est le sommet de l'échec en fait pour moi. Je ne peux pas imaginer plus d'échecs que ça. Donc voilà, ça fait partie de nos piliers et du coup, ça nous fait aussi partie de nos critères de succès. Un autre critère, c'est que on choisit le long terme. Moi, je regarde dans les piliers de succès, qu'est-ce que je peux faire qui va construire sur le long terme. Donc, je suis quelqu'un qui est assez impulsif. C'est pour vous dire que ça n'a aucun rapport avec votre caractère ou votre trait de caractère. Moi, je suis très spontanée. On pourrait même dire impulsive. On pourrait même dire par moments irrationnellement impulsive. Quand je veux un truc, je le fais. Quand j'ai une idée, 3 secondes plus tard, j'ai déjà fait le plan du livre, j'ai déjà fait le plan de la maison, voilà. Quand j'ai envie d'un contact, je décroche mon téléphone, j'appelle tout de suite. Ce qui fait que des fois, il y a des trucs que je lance et qui ne vont nulle part parce que je n'ai pas assez réfléchi en amont. C'est OK pour moi qu'il y ait un certain... c'est ma façon de fonctionner, c'est aussi une de mes forces d'aller très vite. Mais en tant que leader d'équipe, ce que je veux, c'est créer du long terme.
Donc, à un moment, par exemple, bah, là, à l'été, je constate que quasiment toutes les coachs sont pleines. Sont pleines, c'est horrible. Quasiment toutes les coachs sont full en termes d'emploi du temps. Elles n'ont pas de place pour des nouveaux clients. Et je me dis, bon, OK. Donc là, on reçoit encore des demandes. Qu'est-ce que je fais? En fait, je n'ai plus de coach. Toutes les coachs sont full et elles n'ont plus de place pour des clients. Et donc, qu'est-ce que je fais de ça? J'ai pris le temps de réfléchir. Je me suis dit, bon, ok, je vois 4-5 personnes dans mon écosystème qui me plaisent beaucoup, qui pourraient rejoindre l'équipe. Et j'ai commencé à tendre des perches et à lancer des propositions dans ce sens-là. Bon, une fois que j'ai fait ça, j'ai compris quelque chose. J'en ai parlé avec mon coach. Ça fera partie des sujets suivants, s'entourer. Et il me dit, OK, très bien, c'est cool, mais est-ce que vraiment là, ça construit du long terme en fait? Comme on sait très bien que tous les deux qu'on est dans cette obsession du long terme, est-ce que ça construit du long terme? Là, je me suis dit, bah merde, je suis allée trop vite en besogne en fait. J'ai contacté des gens, j'ai eu des conversations avec des gens pour leur proposer de rejoindre l'équipe. Mais la réalité, c'est que l'équipe, elle existe depuis 6 mois. On n'est pas encore une machine bien huilée. On n'a pas encore assez goûté comment ça fonctionne entre nous. On n'a pas construit quelque chose pour moi d'assez solide et résilient pour que si on grossit, l'énergie qui va être nécessaire pour intégrer des nouveaux membres, bah, elle ne va pas être tournée vers consolider. Donc c'est vraiment une question de choix. Est-ce que je suis en train de consolider et de créer quelque chose d'encore plus génial, mais je peux aussi me perdre là-dedans et aller dans de l'orfèvrerie et jamais grossir parce que je suis tout le temps en train d'être dans l'orfèvrerie de ce qu'on fait. Ou est-ce que je suis dans une phase où justement c'est de l'élargissement, élargissement ou approfondissement. Et là, clairement, au bout de 6 mois, franchement, c'est l'approfondissement qui était le plus important. Donc j'ai recontacté les gens que j'avais contactés en leur expliquant ça, en leur disant, bah voilà, mais en fait, vraiment, je suis sur une stratégie de long terme. Donc les gens que je vais faire rentrer dans l'équipe, bah, ça va être sur la base de ça, en fait, d'un choix stratégique de long terme. Donc soit c'est qu'on a besoin vraiment de cette compétence maintenant, soit bah, ce ne sera pas pour tout de suite. Parce que le cœur de l'équipe, celles qui font à la fois du coaching, mais aussi bah voilà, qui créent les contenus, l'identité, qui proposent des contenus à la communauté, avec lesquels on bosse sur les offres, on bosse sur le processus client, tout ça. Bah, cette équipe-là, elle a encore besoin de temps, d'énergie pour approfondir ses relations, pour approfondir son mode de fonctionnement et pour être au meilleur d'elle-même. Et donc, je fais le choix de différer le fait de faire grandir l'équipe à un moment où je sentirais qu'on a suffisamment consolidé et que ça répond vraiment à un besoin. Et ça a été un gros apprentissage, ça, en tant que dirigeante, bah, si je veux du long terme, ok, j'ai mon côté impulsif et spontané qui nous permet de bouger et d'avoir une certaine énergie de mouvement dans ce qu'on fait. Par contre, ça ne se fait pas au détriment bah voilà, de l'approfondissement et du niveau d'exigence dans nos relations et dans notre niveau de performance. Et c'est toujours une question d'équilibre. Là, il n'y a pas de règle à retenir de ça, en fait. C'est juste, plus tu es au clair sur tes piliers et sur là où tu vas. Et moi, je suis tellement au clair sur la vision et sur le fait que c'est du long terme et que sur le long terme, c'est quelque chose de grand qui va nécessiter beaucoup de monde qu'on veut créer. Mais beaucoup de monde ne veut pas dire on va élargir et faire une espèce de tache d'huile tout de suite parce que parce qu'on est dans l'obsession de la croissance. Non, 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 on est au contraire bah voilà, on est sur approfondir avant d'élargir, approfondir avant d'élargir. Pour moi, c'est trop important que ce qu'on fait porte ses fruits sur le long terme, que chaque personne de l'équipe se sente extrêmement à sa place et qu'on ait pris le temps pour ça avant d'élargir. Parce que sinon, bah voilà, on fait que élargir et on bâtit cet élargissement sur des fondations hyper faibles en fait. Et là, bah, on retombe dans cet axe vertical on fait de la performance plutôt que basé sur l'axe vertical et pas sur la qualité des relations. C'est pas ce que moi je souhaite. Donc, bah, ça a été le choix de ah, mais en fait, je pourrais grandir là, économiquement, ça serait possible. Mais est-ce que vraiment c'est le choix de long terme qui nourrit la vision, qui nourrit l'équipe, qui nourrit la. Bon, voilà. La leçon pour ça, pour vous, c'est bah, soyez au clair sur vos piliers de succès en fait. C'est quoi les piliers de votre succès, les piliers sur lesquels vous voulez construire votre maison, peu importe la taille de cette maison. Moi, je sais que voilà, ma vision, elle est là, elle est à côté de moi.
elle est énorme. Genre, il y a des branches dans tous les sens. C'est vraiment un écosystème inspiré de la carte de Disney. Donc, on est sur vraiment un truc très large où je vois beaucoup de potentiel avec des différentes branches et des corrélations entre ces branches. Par contre, bah, ça ne va pas se faire sur une base faible. Ça va se faire sur une base d'exigence et de profondeur de relation et de kiff très grand. Ensuite, cinquième, ça m'amène s'écouter démesurément, s'écouter déraisonnablement, on pourrait dire, par rapport à ce qu'on a l'habitude. J'avais déjà une pratique de prise de recul et d'écoute régulière, mais j'ai approfondi cette pratique-là en devenant dirigeante et leader d'une équipe parce que je me rends compte que en fait, les réponses sont quasiment tout le temps à l'intérieur. Je le sens quand ça force. Et quand ça force, même un tout petit peu, bah, il pourrait y avoir la tentation de se dire, bah, je vous en reparlerai sur l'école, oh bah c'est bon, on force un petit peu, ça passe quoi. Mais alors déjà, on crée une culture d'entreprise où ça passe parce qu'on force. Encore une fois, pilier, long terme. Non, je crois pas, non, on va pas faire ça. On va pas créer une entreprise, une culture d'entreprise sur la base de je force et ça passe. Et bah, en tant que leader, vraiment, dans la place que le leader a dans le système, c'est pas la personne en tant que telle, c'est le rôle vraiment et la place qu'un leader a dans un système. Bah, forcément, la façon dont on se comporte, la façon dont on vit et dont on incarne ce leadership va avoir beaucoup d'impact sur le système et sur la façon dont l'équipe vit, sur la façon dont chacun se vit. Euh, voilà, le truc espèce de tarte à la crème, là, les leaders arrivent toujours en premier, machin. C'est pas que de la tarte à la crème, c'est aussi, bah, si toi, tu es dans un niveau d'exigence hyper faible avec toi, c'est quoi ta légitimité pour demander aux autres de se défoncer le cul, tu vois? Ça n'a pas de sens. Je leur dis, ouais, franchement, c'est hyper important, la qualité du service et tout, mais t'es toujours en retard à tout, tu fais des documents à l'arrache, t'es pas du tout dans un niveau d'exigence vis-à-vis de toi-même. Peu importe où on met l'exigence, après, vous pouvez ne pas mettre l'exigence sur la ponctualité, vous pouvez ne pas, on s'en fout de ça, c'est un détail. L'idée, c'est la façon dont tu vas incarner ce que tu racontes est beaucoup plus importante que la façon dont ce que tu vas raconter en fait. Le contenu est important, mais ce que tu vis est encore plus important. Si tu es bah voilà, dans un système où je pense à des grands scandales financiers, dans les systèmes où c'est OK de risquer, c'est OK de tout le temps frauder, c'est OK de passer à la limite de la légalité. On survalorise les diplômes et on met les gens sur un piédestal parce qu'ils ont fait les bonnes études et les bons machins. Bah, il y a beaucoup d'angles morts déjà, rien que dans la culture de l'entreprise. Dès le départ, on est sur une culture avec beaucoup, beaucoup d'angles morts sur la façon dont on va atteindre la performance. Donc, en gros, on est déjà dans une culture où ce qui compte, c'est beaucoup plus le résultat que la façon dont on y est arrivé. Et après, on ne s'étonne pas que ça fait des gros scandales financiers et qu'on dit, ah, mais tiens, mais en fait, à tous les étages, tout le monde faisait de la grosse merde. Oui, absolument, oui, c'était écrit dedans, en fait, hein. La culture entière de l'entreprise ne pouvait amener qu'à ça. Donc moi, bah, toujours pareil, pilier de succès. Dans nos piliers de succès, il y a l'honnêteté radicale. Euh, dans nos piliers de succès, il y a le fait de toujours regarder à long terme, de privilégier ce qui va avoir un effet de long terme, d'être en tout cas très consciente dans nos choix entre le long terme et le court terme. Bah, du coup, s'écouter démesurément, ça fait partie des choses que je veux vivre et du coup infuser dans le système parce que je le vis. Donc je m'écoute. Donc je m'écoute beaucoup plus que quand j'étais toute seule. Et donc paradoxalement, je travaille plutôt moins que quand j'étais seule. Non pas parce que j'ai une équipe et que je me repose sur elle et que je me dis ah c'est bon, elles ont qu'à taffer, moi j'ai rien à faire. Mais plutôt parce que je suis très vigilante à bah, si moi-même je crée une culture où je finis tous les soirs à 2 heures du mat, bah, même si je le dis pas, j'envoie le message que c'est comme ça qu'on gagne des brownie points et qu'on monte dans l'estime ou dans la façon de fonctionner. Ma façon de fonctionner à moi va aussi vachement conditionner ce qui se passe derrière. Donc, ce que j'injecte dans le système en fait. Donc, je m'écoute beaucoup. Donc, je travaille plutôt moins. Et en tout cas, je suis beaucoup plus vigilante à ce que à la façon dont moi je fonctionne et à ce que ça amène derrière. Voilà. C'est pas une histoire de travailler, ouais, c'est une histoire de
travailler mieux plutôt que de travailler plus parce qu'on est ensemble. Mm. C'est ce qui permet de faire des après-midi créativité comme l'autre fois. C'est ce qui permet que bah, dans toutes nos réunions, on commence par avec quoi on arrive et une question qui nous ouvre des perspectives. Et en ce moment, la question qu'on utilise et qu'on va utiliser pendant quelques mois, c'est qu'est-ce que j'ai appris cette semaine de mon mode de fonctionnement? Parce que bah, voilà, j'ai envie que on soit des obsédés de notre mode de fonctionnement. Niveau ambition, on est plutôt pas mal dans cette équipe. On a en général la qualité du terrain de jeu et ce qu'on a envie de créer assez excitant et fou et grand et en même temps on sait par où y aller. Enfin bref, c'est très excitant. La façon de s'utiliser pour y aller, bah, je vois qu'on a une marge de progression plus grande là-dessus. Donc en ce moment, on est là-dessus. Et puis si à un moment la vision pêche un peu, bah, on refera des questions sur la vision. Mais il y a vraiment une histoire de je m'écoute parce que les réponses sont souvent déjà là. Si c'est bloqué, je passe pas en force parce que je refuse de créer une culture du passage en force. Donc je fais en sorte que la culture que je crée, je commence déjà par la vivre moi-même. Et donc je suis vigilante à ça. Sixième leçon, s'entourer comme une championne. Je vais être rapide là-dessus parce que j'ai déjà fait des tonnes de vidéos sur mon système, sur mes systèmes de progression. J'en parle souvent, c'est quelque chose que j'aime bien partager. Euh, Moi, je suis très très entourée. Je me suis très entourée rapidement et j'ai eu l'impression d'être nulle au début en le faisant. Donc, si ça peut débugger quelqu'un au passage, au début, je me suis dit, je me souviens très bien d'une conversation avec Rosina, donc qui est une collaboratrice qui en ce moment est en congé maternité et maladie et du coup, bah, elle est moins présente. Vous n'entendez pas trop parler d'elle, mais elle est toujours très présente dans notre WhatsApp d'équipe. Bah, je parlais souvent avec Rosina, on se faisait un point hebdo et à un moment, je lui avais dit, mais moi, j'ai pas de recul d'expérience, mais est-ce que c'est normal? C'est pas chelou que j'ai autant de conseillers autour de moi? Elle m'avait dit, mais enfin, Rosina, elle a une boîte, elle avait une boîte qu'elle a fermée il y a 2 ans et demi, une grosse boîte avec des salariés, avec des freelances, enfin bref, un super concept qu'elle avait créé et qui s'était développé. Elle avait fait une levée de fonds et tout ça. Donc en entrepreneuriat, je sais, elle est dans ma boîte, elle vient travailler dans ma boîte, mais en attendant, c'est elle qui a le plus d'expérience. Donc moi, je ne suis pas stupide. Je ne me dis pas, ah, je vais asseoir mon leadership en lui montrant qui c'est le patron. Non, je me dis, cette meuf a beaucoup plus d'expérience. J'ai la chance énorme qu'elle vienne travailler avec moi et qu'elle me fasse bénéficier de son expérience. Comment je fais pour en profiter un max? Donc, quand des gens qui ont plus d'expérience que moi parlent, je me tais et ensuite je m'écoute. Donc je ne vais pas faire tout ce qu'ils disent parce qu'ils ont plus d'expérience, mais d'abord je me tais pour écouter, ensuite je m'écoute à l'intérieur. Donc Rosina, elle me disait, mais non, mais en fait, personne, personne ne prend toutes les décisions tout seul. Toi, tu dois être concentré sur là où tu as le plus de valeur ajoutée. Et donc c'est extrêmement sain et normal et c'est extrêmement bon d'avoir des personnes autour de toi qui ont un œil sur les endroits où tu pourras avoir des angles morts en fait. Donc moi, les personnes que j'ai aujourd'hui dans mon système de prise de recul, bah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Alex, donc Alex Dana de Live Mentor, qui est coach, qui me coach en fait toute l'année en mode il n'en peut plus et on se voit toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Et on fait un point en début de semaine parce que moi, ça m'aide d'avoir quelque chose d'un peu structuré, un point en début de semaine. On faisait ça avec Rosina et puis on fait ça avec Alex maintenant. Euh, Il y a Apolline qui gère chez nous la partie financière administrative et qui, pareil, on fait un point hebdo parce que Apolline m'a fait vachement monter en compétence. Elle aussi, elle a travaillé pour des boîtes beaucoup plus grosses que la mienne. Elle a beaucoup plus d'expérience que moi. Et donc, bah, elle me pose des questions que je me suis jamais posées juste parce que elle sait et elle voit à un coup d'avance les questions qui seraient importantes de se poser dès maintenant. Ça me fait gagner un temps de ouf d'avoir des gens comme ça. Des gens qui me posent des questions en avance, en fait. Moi, j'ai le nez dans ce qui se passe maintenant. J'ai le nez dans la vision plus large de ce que je veux créer. Et eux, ils ont un temps d'avance sur, OK, voilà les questions que, à ce stade de développement, voilà ce que tu peux regarder maintenant et qui va avoir un impact énorme si tu le regardes et qui va avoir un impact énorme si tu le regardes pas aussi. Et donc, on est tout le temps dans ce va-et-vient. Je m'entoure de gens qui ont un coup d'avance, en fait. Et c'est extrêmement jouissif parce que bah, moi, ça m'enlève de la tête
d'avoir besoin de tout connaître et d'être au taquet dans tous les dossiers et de me dire, attends, mais sur l'administratif, c'est quoi le coup d'avance? Ah, mais attends, sur le marketing, c'est quoi le coup d'avance à avoir? Ah, mais attends, parce que là, sur le financier, c'est quoi le coup d'avance à avoir? Je n'ai pas besoin d'avoir, moi, de savoir quel est le coup d'avance sur tout, ce qui serait impossible, en fait, de développer une expertise sur tous ces sujets en même temps. Pédagogiquement, c'est quoi le... Bah, bref, je sais là où moi, je suis bonne et où je suis indispensable et importante dans le système. Et après, je m'entoure de gens qui ont un coup d'avance, voire 12 coups d'avance, et qui ont fait le travail surtout pour voir quel est le coup d'avance à développer là où j'en suis. Parce que 12 coups d'avance, c'est cool, mais si quelqu'un me parle de ma boîte dans 12 ans et me donne des conseils par rapport à ça, ça ne me sert à rien. Ma boîte, c'est aujourd'hui, maintenant. J'ai besoin d'avoir un ou deux coups d'avance, pas 63 coups d'avance. Donc, s'entourer comme une championne, ça veut dire s'entourer sur de la performance, et ça veut dire s'entourer sur du soin, et s'entourer sur de la prise de recul aussi. Donc voilà, il y a tout un système autour de ça. Moi, mon sport, ça fait partie de ça. Mes réunions régulières avec Flora et avec Elina aussi, on a créé un petit groupe à trois. On se fait des tea tous les mois. Avec Flora, on se voyait tous les mois. Maintenant, on va bouger à toutes les 3 semaines une de mes journées de travail de fond ensemble. Et on a des semaines dans l'année qu'on s'est calé pour partir ensemble. Euh, Avec Baptiste, qui est mon mec, bah, il est coach aussi, il est entrepreneur aussi. Donc, on a bah, voilà, des espaces aussi dans lesquels je sais que je peux avoir de la prise de recul, de la discussion avec lui. C'est pas du coaching, mais en tout cas, il y a des partenaires de discussion qui m'emmènent plus loin. Il y a donc Alex, il y a Apolline, je regarde. J'ai des espaces de coaching à réinventer en ce moment. Je suis en train de regarder pour me faire coacher sur du leadership. J'ai des espaces de prise de recul sur mon cœur de métier. Bref, j'ai un système très complet de soins et d'avancement sur mon niveau d'entrepreneuriat, mon cœur de métier et même sur l'artistique, parce que comme je suis complètement cinglée, j'ai aussi décidé en parallèle que l'artistique allait prendre une place professionnelle dans ma vie. Donc s'entourer comme une championne, hyper important. Il n'y a pas une seconde à perdre sur la question de est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que c'est normal. On s'en bat les couilles. Ça n'a aucun intérêt de savoir si c'est normal ou pas normal. C'est juste essentiel en fait. Donc si je peux vous faire gagner du temps précieux à se poser des questions qui ne servent à rien, comme est-ce que c'est normal d'avoir besoin d'autant de gens, on s'en fout. Par contre, c'est la façon dont tu les utilises qui va être importante. Moi, je ne sais pas non plus une confiance aveugle dans tout ce qu'ils disent. Je les choisis déjà parce que c'est des gens intelligents qui m'accompagnent d'une façon intelligente, donc ils ne me disent pas ce que je dois faire. Et on est en permanence dans un aller-retour entre eux, ils m'amènent ce coup d'avance et moi, je regarde à l'intérieur comment ça résonne, comment ça sonne. Et par rapport à l'équipe que j'ai, par rapport à la vision que j'ai, par rapport à ce qu'on a envie de construire ensemble, bah, est-ce que c'est ça ou pas, quoi. Voilà. Ensuite, donner-recevoir. Pareil, je vais aller rapidement, c'est très simple à comprendre. Dans un système, il y a plusieurs ordres d'un système, et un des ordres du système, c'est l'équilibre du donner-recevoir. Si un membre du système, une partie du système a l'impression de donner plus qu'il ne reçoit, de recevoir plus qu'il ne donne, ça marche dans les deux sens. L'extrême générosité, c'est pas bon non plus. Donc, s'il y a un déséquilibre ressenti sur le donner-recevoir, ça fout une merde de dingue. Ça va pas forcément être dit parce qu'il n'y a pas toujours cette culture de dire, et puis parce que des fois, bah, les gens n'osent pas, parce que voilà, ça prend du temps. C'est au leader d'avoir l'obsession de ce truc-là et de regarder ce truc-là. Ce qui veut dire nommer ce qui est donné, pas minimiser et être dans ah là là, mais moi je vous donne tout parce que bon, j'ai tellement de chance que vous fassiez partie de mon équipe. J'ai une cliente qui appelle ça le leadership mendiant. Ah là là, merci de faire partie de mon équipe. Si vous pouvez me jeter une petite pièce au passage, ce serait vraiment super. Donc voilà. Et, euh, et damned, je me suis perdue en route. Et en même temps, nommer ce qui est donné, mais aussi veiller à ce qui est reçu. Donc, moi, ça passe par des choses très concrètes, hein. C'est faire la liste de ce qu'on reçoit quand on fait partie des aventurières, de l'équipe d'aventurières, ce qui est attendu en échange. C'est un document que j'ai écrit, un document de bienvenue dans cette équipe de dingue. Voilà, voilà ce qu'on fait, voilà notre vision, voilà vers quoi on va. Et quand tu dis oui à ça, donc tu vas recevoir tout ça, et tu dis oui à ça, donc on attend de toi ce niveau-là de contribution, d'exigence. Enfin, bref, après, c'est à vous de mettre ce que vous voulez là-dedans. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'un déséquilibre ne marche pas. Je vous donne un exemple très concret. Euh,
quand on calcule les revenus et les marges et les commissions des coachs, c'est tout un truc. Pardon. C'est tout un truc. Et donc là, récemment, j'avais Annelle qui a lancé le club Jane Austen au téléphone pour discuter. Bah voilà, le prix du club, c'était 5 000 € hors taxe pour 6 mois par cliente. Et je lui ai fait une proposition. Moi, je suis un peu frileuse avec l'argent. Je sais que je n'ai pas envie de prendre beaucoup de risques avec l'argent de la société. Je dépense peu, je me paye peu. Enfin, je suis frileuse avec l'argent de la société. Voilà. Donc, je lui propose quelque chose et en fait, elle me dit oui et je sens que, elle dit oui, mais c'est pas un très très gros oui, quoi. Donc, bref, la conversation se termine et encore une fois, écoute, j'écoute à l'intérieur et moi, ça sonne pas juste en fait. Je suis pas OK pour qu'elle me dise oui parce qu'elle a envie de le faire, mais qu'en fait, au fond d'elle, elle se dit putain, mais c'est un peu radasse quand même cette proposition. Je la rappelle. Enfin, je lui ai envoyé un message en lui disant je sens que j'ai pas été juste dans ma proposition et j'ai envie de t'entendre là-dessus. J'ai au téléphone et effectivement, elle me dit bah ouais, je te dis oui parce que j'ai hyper envie de le faire, parce que je crois dans le projet, parce que j'ai envie d'avancer sur ça. Mais ouais, c'est pas ouf, quoi. C'est pas hyper généreux. Et donc, je lui ai dit, bah voilà, dis-moi qu'est-ce qui serait OK pour toi. Je vais te refaire une proposition par étage. J'avais pas pensé à ça, mais par étage, en fonction de combien il y a de personnes dans le groupe, ce qui change quand même bah, le revenu, la marge, tout. Euh, et je vais te faire une proposition dans ce sens-là. Je lui ai renvoyé un mail avec une nouvelle proposition et elle m'a dit, bah là, cette fois, c'est un vrai oui pour moi, c'est trop bien. Bah, là, on a changé vraiment la dynamique de notre relation, c'est-à-dire, on est sur, on est sur un équilibre du donner-recevoir en fait. On a eu cette discussion. Moi, j'ai senti que c'était pas complètement OK. J'aurais pu me dire, ah, tant pis, c'est bon. Encore une fois, hein, performance, c'est bien. Ça augmente la marge des aventurières. Comme ça, on est bien. Je suis plus prudente avec la trésor et on va pouvoir faire des investissements. Et c'est trop bien. Et investissement long terme, machin et tout. OK, OK, très bien. Mais en fait, c'est pas juste parce que derrière, il y a un déséquilibre qui se crée dans le donner-recevoir. Et dans ce déséquilibre-là, vont s'inviter énormément d'enjeux sur le long terme. Je dis oui à un truc où en même temps je me sens arnaquée, égal, bah, en fait, petit à petit, je vais être un peu plus dans la retenue sur ce que je donne parce qu'il y a quelque chose il y a de la friture sur la ligne en fait. Il y a de la friture sur la ligne du donner-recevoir. Et ça ne fait que de la merde sur le moyen et le long terme. Donc, en tant que leader, et c'est le cas dans toutes vos relations, un déséquilibre du donner-recevoir, c'est la merde. Donc, prenez le temps de nommer pour vous déjà, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois, est-ce que ça c'est OK, est-ce que c'est juste pour moi, est-ce qu'il y a une discussion à avoir là-dessus. Vraiment d'expérience. Je ne vais pas dire que c'est à chaque fois par là que la merde et l'explosion rentrent. Enfin, il y a quand même beaucoup, beaucoup de cas. Quand je vois, pareil, bah voilà, dans le salariat, dans les boîtes dans lesquelles j'ai pu aller, il y avait beaucoup, beaucoup de déséquilibre de donner-recevoir perçu. Mais on s'en fout si c'est perçu ou réel. De toute façon, c'est pas nommé, personne s'en occupe. Donc ça s'installe et donc ça fait de la merde dans le système. Voilà. Donc donner-recevoir. Directement lié à ça, même anecdote avec Anaël, le oser dire. En même temps qu'on a eu cette discussion donc sur ce sujet de l'argent avec Anaël, je lui ai dit, bah, pour moi, là, il y a le truc qu'on va régler à court terme, c'est-à-dire bah, la rémunération que je t'ai proposée, elle n'est pas OK pour toi. Je te fais une nouvelle proposition, j'ai entendu ce que tu voulais, voilà. Donc, moi, je ne veux pas toujours accéder parce que j'ai une autre réalité, je vois les chiffres, je vois les choses d'un autre angle que les coachs. Euh, donc je vais pas, enfin, c'est pas parce que j'écoute que je vais toujours dire amen et oui à tout. Ah bah oui, on me demande un truc, ça c'est pareil, c'est du leadership mendiant. C'est ah bah là pour fâcher personne, dès qu'on va me demander un truc, je vais dire oui. Bah non, ça marche pas. Par contre, je suis très OK pour avoir les discussions. Et pour avoir une discussion de cette qualité-là, bah, il faut du oser dire. Donc j'ai dit à Annelle, bah là, pour moi, il y a deux choses. Il y a le problème qu'on va régler maintenant, c'est-à-dire cette histoire de rémunération. Et je suis contente qu'on ait cette discussion. Par contre, si je regarde un pas en arrière, le fait qu'on ait besoin d'avoir cette discussion, ça fait que ça veut dire que on n'a pas, il y a eu un bug dans le oser dire. En fait, tu m'as dit oui, mais ça sonnait non à l'intérieur. Donc, on a un problème, un levier supplémentaire sur lequel on peut agir, qui est bah, le oser dire. En fait, si ça fait non à l'intérieur, moi je m'en fiche que tu prennes du temps, ça ne me dérange pas qu'il y ait besoin de dire bah attends, je reviens vers toi et tout ça. Je préfère avoir un vrai non
qu'un oui à 70%. Je préfère avoir un vrai non dans tous les cas que un espèce de oui bricolé. Je préfère avoir un je ne sais pas que une réponse ferme si c'est pas s'il n'y a pas de réponse ferme qui vient là quoi. Donc bah, c'est toujours pareil. En tant que leader, vous avez plusieurs niveaux de levier. Et là, je suis très contente de la façon dont on a géré ça parce que et on s'est saisi du problème donner-recevoir et on s'en est servi pour faire une étape supplémentaire de croissance en se disant, bah là, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu de oser dire suffisamment? Il y a quoi dans notre relation en particulier et potentiellement dans le système qui fait que tu m'as pas dit que c'était pas OK? Et donc, du coup, on a un problème sur le long terme. Parce que moi, si je veux me projeter dans une relation de long terme avec toi, j'ai besoin absolument que tu puisses me dire fuck si c'est fuck, quoi. J'ai besoin que tu puisses me dire que quand tu me dis oui, ça soit un vrai oui, que quand tu me dis non, ça soit un vrai non, que quand tu sais pas, tu me dis je sais pas. Et que quand tu dis il y a un truc qui frotte, mais je sais pas ce que c'est, bah moi, ça me va en fait. Je préfère ça plutôt que un niveau moyen d'engagement, où encore une fois, on est dans un truc moyen, on se contente du médiocre et on ne vit pas ce qu'on raconte. C'est-à-dire, on parle de zéro regret, bah, zéro regret dans la relation, c'est ça. Donc, le oser dire, hyper important, très structurant, très important dans notre fonctionnement d'équipe. C'est ce qui fait que quand j'ai choisi de plus travailler avec Cindy, qui était là de façon historique, c'était hyper dur pour moi, c'était hyper confrontant, j'étais à fond dans de l'émotionnel, je me sentais hyper mal d'arrêter de travailler avec elle. En même temps, vraiment, ça faisait sens à ce moment-là. Et j'ai pris mon courage à deux mains pour oser dire, ça a été hyper maladroit et c'était, bah voilà, j'étais un bébé leader et c'était franchement, c'était maladroit et c'est comme ça. J'ai fait avec ce que je pouvais faire et ce que j'avais en main à ce moment-là en termes et de niveau d'affirmation et de connaissance de moi et de mon fonctionnement. Avec Anaël, ça a été beaucoup plus simple parce que c'était plus tard. Il y a Sophie aussi qui était coach et on a décidé ensemble en fait que bah, c'était pas un bon match et que ça marchait pas dans l'équipe à ce moment-là de sa vie et de son dev perso. Bah, on était dans du oser dire et du coup bah, ça s'est passé bien avec Cindy, ça s'est passé encore mieux avec Sophie parce que j'ai appris, ça s'est passé encore mieux avec Anaël là dans cette discussion sur l'argent et c'est de mieux en mieux, de plus en plus fluide. Donc le oser dire, ça s'entraîne aussi. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas un don, que tout n'est pas parfaitement fluide dans la seconde bah, qu'il faut pas y aller en fait. Parfois on y va avec ce qu'on a et ce qu'on a c'est je sens qu'il y a un truc qui va pas mais j'arrive pas à le nommer plus précisément que ça. C'est comme ça. Avant-dernier, regarder la réalité encore plus que d'habitude. Bah, là c'est pareil, c'est très simple. Moi je sais que je regarde la réalité avec mes filtres, avec mon angle de vue, avec ma culture, avec mon histoire, avec voilà tout ce que je suis. Donc, je paye des gens pour qu'en équipe, on regarde collectivement qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se joue entre nous et qu'on ne voit pas. Et le premier coaching d'équipe qu'on a fait, donc c'était tout de suite un investissement que j'ai fait. Je n'avais pas la trésor, je n'avais pas d'assurance. On a fait un mois de janvier, mais calamiteux en plus en termes de chiffre d'affaires. Premier mois vraiment de l'équipe, gros bad de chiffre d'affaires. Et pourtant, ça n'a pas changé l'engagement. On fait une journée d'équipe, on paye Michel Monnier, donc, qui est notre coach d'équipe. On va la voir, on prend le temps de tout le monde et ça a été un peu la grosse confrontation parce que bah, on était un bébé équipe, c'était la première fois qu'on se voyait, on a passé une journée ensemble puis on est allé voir Michel. Et ce qui est ressorti de la journée de l'équipe, bah, c'était qu'il y avait de la lourdeur, qu'il y avait un contraste entre notre vision qui était très joyeuse et légère et excitante et organique et folle et la façon dont on se mettait en mouvement qui était basse en énergie. Euh, lourdingue. Vraiment, il y a eu un moment où on s'est ratatiné. Et moi, je le vivais hyper mal. J'étais là, putain, mais ça veut dire que je suis un leader de merde. Mon équipe est une catastrophe. J'ai pris des gens trop bien et j'ai réussi à faire que ça fasse une catastrophe où on est en énergie basse alors que tout le monde est hyper excitant et excité et tout. Franchement, j'étais en larmes. Euh, on a fait une pause quand on a vu ça, en fait, tellement c'était énorme de regarder ça. Tout le monde est parti, chacun de son côté, pendant, je crois, 20 minutes ou une demi-heure. Michel m'a prise à part. On a eu une discussion ensemble. Et moi, j'étais partie en drame, quoi. Genre, ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une catastrophe. Comment j'ai pu faire un truc pareil? Et la leçon et la beauté de ça, c'est que, bah, en fait, c'est exactement pour ça qu'on fait du coaching d'équipe. C'est pour voir les trucs qui sont dans les angles morts et qui vont potentiellement s'inviter dans le système et foutre de la merde là où il n'y a pas besoin d'en avoir.
sur la base de ça, on s'en est saisi. Moi, ça m'a fait vachement grandir en tant que leader parce que j'ai compris ce jour-là que c'est pas mon rôle de faire en sorte que tout aille toujours bien. Par contre, c'est mon rôle de créer des espaces comme ça pour voir les endroits qui bloquent ou qui vont moins bien et être à l'écoute de ça pour bouger, en fait. Et moi, je me jugeais au mauvais endroit, en fait. Et cette journée de coaching d'équipe était vraiment mais, hyper précieuse parce que j'ai retourné, le projecteur était sur moi, genre, ah mon Dieu, je suis une leader de merde. Complètement délirant comme conclusion, mais c'était avec quoi j'étais à ce moment-là. Retourner le projecteur dans l'autre sens vers ah bah voilà ce qu'il y a dans le système de notre équipe et qui a envie de bouger en fait. Puisque si ça se manifeste là, c'est que c'est prêt à sortir et c'est que c'est prêt à bouger. Et donc mon rôle de leader n'est pas que ça soit toujours trop bien et qu'il n'y ait aucun problème. Mon rôle de leader est d'être proactif pour que quand il y a des problèmes et quand il y a des choses qui peuvent bloquer, eh ben on les voit et on les débug. Et ça a vraiment changé ma perspective bah, arrête de te regarder le nombril et vraiment ouvre sur qui est ton vrai rôle, c'est-à-dire bah, transformer chaque chose, chaque moment de la réalité, que ce soit du positif ou du négatif, chaque obstacle et en même temps chaque moment de kiff en des occasions de grandir encore plus. C'est comme ça, c'est grâce à ça que derrière une discussion avec Sophie sur pourquoi elle a envie de partir de l'équipe ou pourquoi on pense des deux côtés que ça ne matche pas. Elle se passe hyper bien d'une façon extrêmement respectueuse. Pourquoi derrière une discussion avec Annelle sur l'argent se passe extrêmement bien et de façon extrêmement kiffante. Enfin, bref, c'est comme ça qu'on transforme en fait. Donc, bah voilà, regarder la réalité encore plus que d'habitude, c'est-à-dire ne pas être dans l'histoire et le drame que je me raconte sur la réalité. S'il y a des problèmes dans mon équipe, ça veut dire que je suis une leader de merde. Non, pas du tout. S'il y a des problèmes dans l'équipe ou s'il y a des choses dans l'équipe qui sont lourdes, bah, ça veut juste dire qu'il y a des choses dans l'équipe qui sont lourdes. Donc, on peut, à partir de là, agir, comme en coaching, comme dans la vie. Si on ne voit pas les problèmes, on ne peut pas les régler. Si on ne voit pas les endroits qui nous freinent, on ne peut pas lever le pied du frein. Et donc, le rôle d'un leader n'est pas de se mettre des œillères et d'ignorer les choses qui ne vont pas, mais justement d'ouvrir un max les œillères et d'être celui qui a le plus grand niveau d'exigence sur la relation à la réalité. Parce que c'est de la réalité qu'on transforme et qu'on crée ce qu'on a envie. C'est pas avec du fantasme et de la poudre de perlimpinpin qu'on crée ce qu'on a envie de créer. Ce qui m'amène à ma dernière leçon. Je vois qu'il me reste 5 minutes, ça va être extrêmement rapide. Transformer les échecs et les obstacles pour grandir encore plus. Je vous ai déjà donné des pistes là-dessus par rapport à Anaël, par rapport au travail qu'on a fait ensemble en coaching, du coup, d'équipe. Mais là, j'ai envie de parler un peu du Covid, parce que donc, on est une jeune équipe, on est en marche depuis, donc, je vous dis, décembre, on commence une première offre ensemble, collective, le premier club, ça se passe bien, on est très contente. Janvier, plus rien, rien du tout. On tente un truc, ça ne marche pas. On fait vraiment mais un mois tout pourrave. Ensuite, février, quand même, on redresse la barre, mais plutôt sur la base d'offres que moi je lance. Et mars, boum, le Covid. Donc, on est une jeune équipe. On s'est vu une fois dans nos vies tout ensemble, hein. On a fait ces 2 jours de coaching d'équipe ensemble, heureusement, c'était très bien. Et on se retrouve à gérer une crise mondiale et l'impact potentiel qu'elle peut avoir sur notre entreprise. Ce qui s'est passé, c'est que tellement c'est dans notre culture euh, d'entreprise d'être vraiment au plus près de la réalité, on a tout de suite pris, genre, on a su, je crois, le dimanche que ça commençait à être la cata. On a calé une réunion d'urgence le mardi soir, donc ça devait être le 15, le 16, le 17 mars, quelque chose comme ça, vraiment 2 jours après. Tout le monde s'est rendu disponible. On a fait une méga réunion de 2 heures le soir pour se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Et toujours pareil, fidèle à la façon dont nous, on a envie d'avancer. La première question qu'on s'est posée, c'est, là, c'est une crise pour tout le monde. Comment nous, on a envie de créer de la valeur? Qu'est-ce qu'on peut amener qui est notre couleur, qui nourrisse notre communauté et qui va vraiment être au service de la communauté? Et de cette question-là, comment on crée de la valeur, mais genre indécente, dans une période de crise où tout a tendance à se rétracter, comment on fait nous pour ouvrir? Et ça me fait beaucoup penser à la façon dont on se pose nos questions. Comment on fait pour ouvrir encore plus? Eh ben, on s'est posé cette question-là et on a créé des lives qu'on continue à faire tous les vendredis qui sont absolument un délice et un plaisir pour toute l'équipe. On est parti sur l'idée de webinaire mensuel qu'on n'a pas encore activé mais que du coup qu'on a gardé dans nos tuyaux pour la fin de l'été.
On a fait du travail. En fait, on a travaillé à plein d'étages en même temps, toujours sur cette question de comment on apporte de la valeur et comment on transforme ça. Une crise, bah, très bien, c'est un paramètre. Ça existe dans la réalité, des moments où il y a de la crise, bah, c'est un paramètre. Et comment nous, qu'est-ce qu'on a décidé, qu'est-ce qu'on décide de faire de ce paramètre? C'était vraiment ça notre focus et notre obsession. Qu'est-ce qu'on fait de ce paramètre? Et de dire, bah voilà, les crises, c'est des occasions de croissance. Comment on en fait une occasion de croissance pour nos clients et comment on en fait une occasion de croissance pour nous? Cette façon de se poser des questions, cette façon de réagir très rapidement, cette façon de regarder la crise comme une opportunité tout de suite. Et là, vraiment, directement, les leçons du coaching d'équipe où moi, je vois une crise et je me dis, putain, c'est un gros bordel. Grâce au coaching d'équipe, je me dis, mais attends, c'est un gros bordel, donc c'est une grosse opportunité de croissance. Donc, ok, bah, comment on fait pour en faire une opportunité de ouf? Bah, quand on arrive au Covid, on est prête en fait, on est rodé à ça. On a déjà eu l'habitude, on a déjà vécu corporellement, collectivement, consciemment, comment on transforme un obstacle en une opportunité. Et parce qu'on a vécu ce moment incroyable en journée d'équipe où tout le monde était à la fin juste dans une ouverture et dans un kiff d'être ensemble tellement énorme, juste après avoir vécu un gros moment de blocage, bah là on est arrivé dans le Covid avec cette ouverture-là en fait. Ah ok, tout le monde ralentit, toute l'économie du monde entier, elle est en train de faire brrr. Mais nous, en fait, comment on fait pour faire de cette fermeture-là un endroit où on s'ouvre encore plus, où on crée encore plus, où on est encore plus dans notre exigence et dans notre niveau de kiff, sans non plus se cramer, puisqu'on regarde toujours à long terme. Donc là, vous voyez l'importance des piliers dans la façon dont on a géré cette crise. Résultat, on a fait des mois records pendant tout le Covid, mars, avril, mai, juste c'est nos mois records de ouf. En juin, on a fait un plus petit mois pour des raisons de décalage de facturation, mais on est resté sur une progression extrêmement importante et très kiffante. Et encore une fois, kiffante dans la performance, kiffante dans la relation, puisque ça nous a permis plus de collaboration, plus de prise de responsabilité collectivement et individuellement. Bah, les membres de l'équipe se sont dit, OK, c'est quoi la responsabilité que je vais prendre pour transformer cette crise en opportunité? OK, c'est quoi la responsabilité que je vais prendre? Et comme on regarde sur le long terme, moi j'avais aussi invité tout le monde à regarder, soyez au service de vos business aussi et de vous en premier. Vous n'allez pas apporter de la valeur en vous vidant vous et en mettant tout le focus sur les aventurières alors que peut-être bah, économiquement à côté, votre business il plonge. C'est pas possible en fait. Il faut vivre ce qu'on raconte. Donc prenez soin de ce qui doit être écouté chez vous, dans vos business, dans votre rythme. Et sur cette base complètement contre-intuitive, a priori, de fonctionnement de on est à fond sur notre valeur, un endroit de fermeture, on en fait un endroit d'ouverture, un endroit de blocage, on en fait un endroit de croissance, bah, on a fait des mois de dingue, mais surtout au-delà de la performance, on a vécu une transformation de notre équipe, de l'intérieur, un niveau de leadership et de kiff, de bosser ensemble et de performer ensemble absolument incroyable. Et ça s'est répété, puisque bah là, on a décidé de monter une école. Au début, on avait l'idée de la monter en partenariat. Je me suis écoutée à l'intérieur, ça sonnait pas juste pour moi le partenariat. Donc j'ai dit, bah non, on va la monter de notre côté. Au sein de l'équipe, du coup, cette vision-là, elle est partagée. Il y a Mélanie qui était identifiée pour être vraiment directrice et en fondation de l'école. Et sachant qu'aucune de nous n'avait fait de formation, on s'est dit, bah, pareil, notre niveau d'exigence ne va pas être conditionné au fait que on veut avoir des résultats. Non, on va regarder c'est quoi, quel est le système qu'on met en place. Et toutes les personnes à qui on avait pensé pour nous accompagner sur de la supervision notamment, étaient soit pas dispo, soit pas OK, soit OK, mais pas comme ça, mais pas telle personne, mais pas telle... Bref, c'était un merdier, pas possible cette histoire, donc ça nous a saoulés. Et moi, j'ai aussi eu un moment de putain, mais en fait, ce projet va peut-être pas pouvoir se faire, pas pouvoir se faire dans le timing que j'imagine, pas pouvoir se faire comme j'imagine. Ok, qu'est-ce que je fais de ça? Pareil, même réflexe. Je vais terminer là-dessus parce que je trouve que cette crise était juste une parfaite illustration de comment on fonctionne et de ce que j'ai appris sur le leadership. D'abord, transparence totale avec les membres de l'équipe. Donc, j'ai dit tout de suite ce qui se passait à Mélanie en particulier, que les gens qui en avaient pensé ne voulaient pas travailler avec nous. Ensuite, en tout cas pas dans les conditions qui nous vont. Ensuite, je l'ai partagé à l'équipe aussi en réunion en disant voilà où on en est. Il n'y a pas à tirer de conclusion, je viens juste de l'apprendre, je l'ai appris la veille, je vous le livre ce matin pour que vous sachiez où on en est. Il n'y a rien à faire de ça, on bosse dessus. Repositionnement à l'intérieur, qu'est-ce que ça veut dire de ma vision, qu'est-ce que ça veut dire de mon ambition, à quel point j'ai envie de cette école, à quel point c'est important pour moi qu'elle existe. Relation aussi avec Mélanie, qui du coup, bah, le fait que ça puisse pas se faire comme ça l'a elle aussi questionné beaucoup
sur son niveau d'engagement, sur qu'est-ce qu'elle veut vraiment, sur sous quelle forme elle le veut vraiment. Son niveau d'engagement aussi au sein des aventurières. Donc, bah, tout ça a été mis dans la balance. Et en réunion d'équipe, on avait une réunion plus longue. Bah, j'ai choisi de péter le format habituel de réunion. On fait point sur les projets en cours. Et puis, quand on arrive à ce projet-là, j'ai dit, bah voilà, j'ouvre l'espace. Là, j'ai envie que Mélanie, tu nous dises ce qui se passe pour toi. Moi, je vais vous dire ce qui se passe pour moi. Et après, on a fait des tours de comment ça atterrit chez chacune dans l'équipe. Euh, Sans à nouveau chercher à tirer de conclusion, juste à être vraiment bah, dans qu'est-ce qui se passe et comment on utilise à nouveau cette épreuve pour grandir encore en tant qu'équipe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été une réunion extrêmement intense où on a été dans un niveau de profondeur, de transparence, d'ambition collective énorme. On a reclarifié ensemble la vision, ce vers quoi on va. Qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble dans cette aventure en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on a choisi d'être là tout ensemble plutôt que chacune de son côté? Beaucoup de transparence aussi sur où on en est, y compris sur des endroits où là où on en est, c'est juste, j'ai pas envie de parler. Bah là, je sens que c'est du silence qui est plus juste pour moi. Bah là, je suis très confrontée et du coup, je n'ai pas de conclusion, je me sens juste dans beaucoup d'intensité avec ce qui a été dit. On a été bah, voilà, extrêmement loin dans notre niveau de relation. Qu'est-ce qui se passe derrière? Tout le monde, à la fin de cette réunion, s'est dit, waouh, on a vécu une réunion qui va vraiment transformer qui est en train de transformer notre équipe. On a senti un point de passage dans l'équipe, dans notre niveau de cohésion, dans notre niveau d'ambition et dans la façon dont on a envie de travailler ensemble. Moi, derrière, j'ai repassé du temps avec Mélanie en one-to-one pour reclarifier son ambition. J'ai été très au clair sur jusqu'où je peux aller dans ce que je lui propose et à partir d'où c'est sa responsabilité et ce qu'elle veut mettre dans le système. Résultat, on a trouvé, bah, je ne peux pas en dire plus parce que pour l'instant, c'est pas, on n'a pas lancé quelque chose, mais on a trouvé une solution qui nous va vraiment profondément. Il y a 0% de forcing là-dedans. On a trouvé quelque chose qui nous ressemble encore plus. Ça clarifie encore plus la vision, ça clarifie encore plus mon rôle. Ça met encore plus de, bah, en fait, c'est pas l'extérieur qui décide de ce qu'on fait. C'est pas l'extérieur qui décide à quel rythme on va, c'est nous qui regardons vraiment où on en est, ce qu'on a envie de créer, et c'est comme ça qu'on avance. Et donc ce niveau, bah, tout ce que je vous ai dit avant, en fait, hein, il amène à ça, il amène à ce que plus moi je suis authentique, je suis dans du oser dire, et plus on est vraiment raccord avec ce qu'on vit, plus on est exigeante avec ce qu'on vit, et sur les relations, et sur la performance, et sur tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, et ben plus on crée une boîte de dingue qui, à chaque fois qu'elle rencontre un obstacle, à chaque fois qu'il y a un caillou dans la chaussure ou carrément un rocher sur la route, ben à chaque fois, c'est des occasions de se dépasser en tant qu'équipe. Oh là là, de se dépasser en tant qu'équipe, de se découvrir encore plus en tant qu'équipe. Et c'est juste exceptionnel l'aventure humaine et entrepreneuriale qu'on est en train de vivre ensemble. C'est un truc de fou. C'est vraiment bah, moi, je n'avais pas envie d'avoir une équipe, encore moins d'imaginer avoir des salariés. Maintenant, non seulement j'ai envie, mais en plus, ça me fait kiffer parce que je vois tout ce que ça m'amène, tout ce que ça amène à chaque membre de l'équipe. C'est extrêmement kiffant d'aller à la rencontre de ces challenges-là de leadership et de voir ce qu'on est en train de créer ensemble. C'est incroyable, en fait. Donc, de cette mois de leadership, ce que je retiens, c'est bah, le niveau d'exigence, d'écoute et le fait de ne pas négocier avec ça, en fait. Bah, ça fait vraiment une aventure humaine et entrepreneuriale de dingue, en fait. Donc c'est trop bien. Et ça se fait sur la base d'un gros travail qui est fait sur moi en permanence et que je continue à faire, et d'un travail maintenant sur le collectif. Et c'est trop beau, c'est trop chouette de faire ça et d'être là-dedans. Je dois filer, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai, je regarderai tous vos commentaires et toutes vos questions et j'y répondrai. J'en ai pas vu en temps réel. Donc voilà, je prendrai le temps pour tout ça. Je vous souhaite une hyper bonne journée, une hyper bonne semaine. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à poser des questions là-dessus parce que je suis intarissable et je kiffe énormément de parler de ce qu'on vit en équipe et de ce qu'on crée en tant qu'équipe. Donc voilà, très excitant pour moi. Et si vous n'avez pas de questions, partagez une pépite que vous retenez de ce live, un truc avec lequel vous repartez et qui va vous servir tout de suite. Voilà, vous êtes là, vous avez pris du temps pour regarder.
C'est quoi la pépite avec laquelle vous repartez, que vous allez pouvoir utiliser dans votre quotidien, dans votre business ou dans votre vie? C'est hyper important et c'est hyper précieux pour nous et c'est précieux aussi de ne pas juste être là en passivité, mais d'être dans qu'est-ce que vous avez reçu? Vous avez donné de votre temps pour être là, qu'est-ce que vous recevez en échange? Et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt!